Bienvenue dans cet épisode 19 dédié au L des principes solides, Liskov Substitution Principle. Laissez-moi tout d'abord vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Nous avons appris ce que signifiait le O de solide, Open Close Principle. Nous avons illustré ce principe à travers un exemple en Kotlin dans lequel nous utilisons le mot-clé open pour traduire cette notion de Open Close Principle. Nous avons illustré ce principe à travers deux exemples en Java et nous avons vu en quoi la mise en place du design pattern stratégie permettait de répondre à ce principe. Avant d'expliquer en quoi consiste le principe de substitution de Liskov, laissez-moi vous rappeler également comment se décrit un use case en UML, cas d'utilisation en français. Nous avons tout d'abord les préconditions, qui sont les conditions initiales du système avant l'exécution du scénario. Le scénario nominal, c'est le scénario métier que nous déroulons, que nous décrivons. Et enfin, les post-conditions, c'est l'état du système une fois que le scénario nominal s'est exécuté. Je donne cette précision sur la structure du cas d'utilisation car nous allons en avoir besoin par la suite. Le principe de Liskov, qui a été énoncé par Barbara Liskov, consiste à dire que toute classe phi doit pouvoir remplacer sa classe mère sans casser le programme. Autrement dit, la classe phi doit respecter le contrat de la classe mère. Le principe de substitution de Liskov peut se traduire sous forme de trois règles. Les préconditions définies dans la classe phi ne doivent pas être renforcées. Les post-conditions définies dans la classe phi ne doivent pas être affaiblies. Les invariants ne doivent pas être affaiblis. Ces trois règles, nous allons les illustrer à travers des exemples de code pour mieux les comprendre. Je vous montre un exemple de la règle « Les préconditions ne peuvent pas être renforcées dans la classe phi ». Ici, nous avons un exemple avec rectangle qui est d'ailleurs souvent un exemple donné sur le principe de Liskov. Là, on a une classe rectangle avec sa largeur et sa hauteur. Le constructeur, on a une méthode redimensionnée. On vérifie que la largeur est un nombre positif. On vérifie que la hauteur est également un nombre positif. Donc ce sont des préconditions. Préconditions sur la largeur, préconditions sur la hauteur. On affecte la largeur à la variable membre, pareil pour la hauteur, et puis on a la méthode vérifier nombre positif. Donc là, si par exemple on a une classe phi carré qui est en rectangle, ici on a le constructeur qui a un seul argument au lieu de deux, puisque pour un carré, la longueur et la largeur sont identiques. On override, donc on redéfinit la méthode redimensionnée, on vérifie que la largeur et la hauteur sont le même nombre, et on appelle redimensionner. Donc ici, en fait, ce qui ne va pas, c'est qu'on a renforcé la précondition, puisqu'on a ajouté une condition plus restrictive qui impose que la largeur et la hauteur soient identiques. Donc là, on voit que dans ce design, il y a un problème au niveau de l'héritage. Si j'exécute le code, on voit bien effectivement que on a une erreur. 10 n'est pas identique à 20 ici. Carré redimensionné 10, 20. Pour un rectangle, en fait, le fait de redimensionner en 10 par 20, c'est correct. Mais pour un carré, qui est l'instanciation ici, c'est incorrect puisque pour un carré, si c'est 10 d'un côté, c'est forcément 10 de l'autre. On voit bien que le principe de substitution n'est pas respecté puisqu'on ne peut pas remplacer la référence de la classe mère par l'instanciation de la classe phi puisque carré rajoute une précondition plus restrictive. En réalité, ce design n'est pas tout à fait faux, parce qu'en fait, on peut très bien s'arranger pour que certaines méthodes ne soient pas exposées, comme la méthode redimensionnée. On pourrait dire qu'elle soit protected, du coup, elle n'est pas visible de l'extérieur. Et lui, finalement, il la garde protected, mais en fait, quand il expose la possibilité de redimensionner, on peut très bien dire qu'on a une méthode publique qui a un côté et vu qu'on a une seule valeur, en fait, on n'est pas obligé ici de renforcer la précondition. On la laisse identique. Voilà, on pourrait très bien imaginer un design comme ça, où on a changé la signature de redimensionner, donc on n'est plus dans un héritage. On n'est plus dans un héritage puisque la signature n'est pas la même, et on ne laisse pas la possibilité de renseigner une largeur et une hauteur. On applique bien notre règle que la largeur et la hauteur sont les mêmes, sans le mettre sous forme de précondition et tout en ayant un héritage. Donc cette histoire de précondition qui ne doit pas être renforcée dans la classe phi,
Tout dépend en fait du design que vous allez faire derrière et tout dépend des méthodes que vous exposez. Ce qui ne va pas en fait, c'est d'avoir la méthode redimensionnée publique. Parce que pour un carré, avoir une méthode qui spécifie une largeur et une hauteur, ça n'a pas vraiment de sens puisque une seule longueur nous suffit, celle d'un côté, et quel que soit le côté, que ce soit la largeur ou la hauteur, puisque c'est identique. Maintenant, je vais donner un exemple sur les post-conditions qui ne peuvent pas être affaiblies dans la classe phi. J'ai pris un exemple tout simple, c'est l'interface list. Donc l'interface list, si vous regardez dans la Javadoc, elle a une méthode ici, add. Donc cela suppose qu'on peut ajouter un élément dans cette liste. Donc mon scénario, c'est mes préconditions, ma liste a des éléments A et B. Mon scénario nominal, c'est j'ajoute l'élément C. Et donc mes post-conditions, je m'attends à ce que la liste ait un nouvel élément C. Donc voilà mon scénario nominal. Ici, on voit que les post-conditions ne sont pas respectées puisque je n'ai pas pu ajouter un élément C. J'ai eu un unsupported operation exception. Pourquoi? Parce qu'en fait, list of, ça renvoie à un immutable collection, donc ça veut dire que je n'ai pas la possibilité de rajouter un nouvel élément. Donc ici, on a bien un problème de violation sur la règle que les post-conditions ne peuvent pas être affaiblies, puisque bien que j'ai une interface ici qui m'autorise à rajouter un élément, ici, en fait, quand je l'effectue à travers cette instance, et bien en fait, j'ai une erreur. Dans l'épisode 16, nous avions parlé du design pattern composite, et on avait vu qu'il y avait deux approches, une approche par type safety et une approche par transparence. Nous avions choisi l'approche par type safety. L'approche par transparence, j'aime moins parce que ça ne respecte pas cette deuxième règle sur les post-conditions de Liskov, puisque ça consisterait à ce que addChild, par exemple, elle soit définie dans l'interface ou dans la classe abstraite, ce qui voudrait dire que pour un leaf, une feuille, le addChild lèverait un unsupported operation exception, comme nous l'avons eu ici sur la liste qu'on a instanciée ici. On aurait exactement la même erreur, donc en fait, l'approche par transparence, par transparency, du design pattern composite viole le principe de Liskov. Donc attention à privilégier le type safety comme on a fait ici, c'est-à-dire qu'on a défini une méthode addChild qui est uniquement valable pour le composite et qui n'est pas valable pour le leaf, donc qui n'est pas défini dans l'interface. On peut bien substituer le component soit par leaf, soit composite, sans casser le contrat. Donc dernière règle, les invariants ne peuvent pas être affaiblis dans la classe phi. Donc là j'ai un exemple. Ici en fait j'ai un compte bancaire avec un solde. Et mon invariant, au sens métier, c'est le solde. Donc le solde, en fait, s'il est négatif, j'ai une exception. Il ne peut pas être négatif. Donc si j'essaie de retirer de l'argent et qu'il devient négatif, j'ai une exception. Violer la règle sur les invariants liés au principe de Liskov consisterait à créer une classe phi compte autorisé découvert, qui autorise un découvert, dans lequel en fait on pourrait retirer et finalement arriver à un solde négatif. Donc finalement on ne respecte plus la règle implicite qui était définie dans la classe parente, comme quoi le solde est forcément positif. Donc là, si j'exécute, voilà, donc je me retrouve avec un solde à moins 50. Donc je n'ai pas respecté la règle sur l'invariant solde. Donc comme on voit, le principe de Liskov est assez subtil. Il faut toujours se poser la question en fait, si la classe phi en fait respecte bien le contrat de la classe mère, si elle n'introduit pas de nouvelles contraintes qui ne fonctionneraient plus avec la classe parente ou qui ne seraient pas dans l'état d'esprit de la classe parente. C'est pour ça qu'on parle de substitution. On peut substituer la classe parente ici par une autre classe phi, et cette classe phi ne doit pas casser le contrat de la classe parente. J'espère que cette vidéo sur les principes de Liskov vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis merci et à bientôt.